Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Après un petit sondage très positif sur Instagram, la vidéo que je vous présente aujourd'hui concerne le cercle vicieux engendré par les régimes. Allez, c'est parti. Comme j'ai beaucoup de choses à vous dire à propos de ce sujet, je vous mets un petit sommaire ici et en barre d'infos afin que vous puissiez avoir accès facilement à l'information qui vous intéresse le plus. Peut-être que vous faites actuellement un régime ou que vous suivez un programme de remise en forme ou autre pour perdre du poids et vous sentir mieux dans votre corps, mais vous n'êtes pas sûr du fait que cette démarche soit vraiment saine, ce qui est effectivement le cas dans la plupart des programmes ou régimes que l'on trouve facilement sur Internet. Alors voici quelques indicateurs qui pourront peut-être vous pousser à vous remettre en question. Vous devez manger le même aliment plusieurs fois par jour et votre régime induit des restrictions en termes de quantité, de qualité ou d'horaire, par exemple interdiction de manger après 21h même si vous avez faim, ou interdiction de consommer des glucides par exemple. Depuis quelque temps, vous vous sentez fatigué, vous avez des insomnies récurrentes, des étourdissements, une perte d'estime de vous, une perte de motivation face au sujet qui d'habitude vous passionne, un sentiment de frustration, de culpabilité quand vous n'arrivez pas à suivre les règles que vous impose votre régime, une difficulté à écouter, à vous concentrer, à retenir des informations. Vous avez ressenti une sensation d'euphorie et de contrôle au début de votre régime et vous avez maintenant des coups de blues fréquents ou des signes de dépression. Votre attention est très portée sur ce que mangent les autres et vous êtes attiré par de la nourriture très calorique. Vous êtes obsédé par l'alimentation, vous planifiez votre prochain repas à peine sorti de table par exemple. Votre faim est exacerbée et ce tout au long de la journée, vous ressentez difficilement la satiété. Vous avez des compulsions alimentaires incontrôlées, vous comptez vos calories, vous pesez vos aliments, vous pesez régulièrement, voire quotidiennement. Et vous êtes déçu lorsque la balance n'indique pas le nombre que vous espériez. Vous avez la peau sèche, les ongles et les cheveux plus cassants que d'habitude. Vous buvez beaucoup quand vous avez faim, à la limite de la potomanie, et vos bilans sanguins indiquent plusieurs carences nutritionnelles. Alors certes, les signes que je viens de vous citer peuvent être liés à d'autres facteurs comme un changement de saison, un stress par exemple, mais si vous vous retrouvez dans plusieurs des indications que je viens de vous citer et que vous avez entamé un changement alimentaire il y a peu de temps dans le but de perdre du poids, peut-être que ces signes sont tout simplement les conséquences de votre régime alimentaire. Tout simplement car les régimes sont encore trop présentés comme des actes anodins et sans conséquences et que tout le monde y a accès, y compris de trop jeunes filles, et qu'il est vraiment très important à mon sens de prendre conscience que des changements alimentaires trop brutaux et à tendance restrictive sont vraiment dangereux puisque nous nous attaquons sans nous en rendre compte à un système de survie de l'organisme extrêmement complexe et qui peut avoir de graves conséquences sur la santé. Un régime amincissant ne doit pas être entamé à la légère et les régimes universels n'existent pas, chaque personne est différente et ce qui a fonctionné pour votre sœur, votre amie ou votre mère ne fonctionnera pas forcément sur vous. Si vous avez besoin de perdre du poids, le mieux est vraiment de consulter un spécialiste sérieux qui ne fera pas la promotion d'une façon de s'alimenter en particulier, mais qui s'adaptera à votre histoire, à vos besoins et à vos contraintes pour que ces changements alimentaires soient bénéfiques pour vous et pour votre santé, et ce, sur le long terme. Et enfin, ce sujet me touche de près car mon premier régime m'a conduite à des troubles du comportement alimentaire sévères pendant plus de 10 ans, et je me dis que peut-être, si j'avais été mieux informée sur le sujet, les choses se seraient déroulées différemment. De nos jours, la représentation sociale collective du corps érige encore la minceur, la fermeté et parfois encore la maigreur en modèle de beauté. Et même si les influences sont plus hétérogènes qu'à mon époque, le contrôle de l'apparence et du poids a encore une très forte influence, notamment avec la présence des réseaux sociaux, des blogs, des vidéos où il est très facile pour n'importe qui d'influencer de façon négative depuis sa chambre, son salon, que ce soit volontaire ou non. Il y a quelques jours encore, je suis tombée sur une vidéo « Ce que je mange dans une journée » où la personne prônait clairement un régime très restrictif et les commentaires étaient ambivalents, soit très positifs avec de jeunes personnes qui cherchent tout simplement des conseils pour atteindre ce que les gens appellent le body goal, et d'autres commentaires qui disaient que la vidéo les avait fait culpabiliser et qu'ils se sentaient mal après l'avoir regardée. Afin qu'on parle bien de la même chose dans cette vidéo, le type de régime dont je parle ici sont des régimes souvent restrictifs, déséquilibrés qui vous promettent une perte de poids rapide et de grande amplitude et qui excluent souvent un tas d'aliments et contient plein de règles absurdes. Et je ne fais pas référence à des régimes alimentaires qui sont basés sur des styles ou des hygiènes de vie, sur des convictions éthiques, philosophiques ou religieuses et qui n'ont pas forcément comme objectif une visée amaigrissante. Un régime amaigrissant, c'est un régime alimentaire dont le principe est d'établir un déficit énergétique par la diminution des apports alimentaires afin de consommer moins d'énergie que ce que notre corps dépense dans le but de perdre du poids.
Il est vraiment très facile de tomber sur ces régimes farfelus sur des blogs, les réseaux sociaux, des magazines, des reportages télé, voire des livres. Pour vous donner une petite idée, une enquête de l'ANSES a montré que 40% des femmes se trouvent trop grosses, 60% souhaitent peser moins, 44% des hommes souhaitent également peser moins et tenez-vous bien, chez les adolescents de 11 à 14 ans, 30% se trouvent trop grosses et 47% souhaiteraient peser moins. Et vous vous doutez bien qu'à l'adolescence, c'est un des pires moments pour entamer un régime amaigrissant. Normalement, quand nous sommes en bonne santé, notre poids est censé rester plus ou moins stable, tout en fluctuant légèrement selon les périodes de l'année, en fonction des saisons, du stress par exemple. Les systèmes qui régulent la faim, la prise alimentaire et la stabilisation prise-perte de poids sont très complexes. Ils impliquent énormément de systèmes hormonaux et moléculaires qui sont enchevêtrés les uns aux autres, mais je vais essayer de vous expliquer les grands mécanismes qui nous permettent, dans de bonnes conditions, de maintenir notre poids et de réguler notre appétit et notre prise alimentaire. La première notion fondamentale à retenir est que tous ces mécanismes répondent au principe de l'homéostasie énergétique, c'est-à-dire au maintien d'un équilibre énergétique au sein de l'organisme, équilibre qui se traduit grossièrement par la stabilité du poids corporel et de la masse grasse. Le comportement alimentaire est stimulé par la faim, les envies et les sensations hédoniques liées au plaisir et implique des structures comme le système nerveux central composé du cerveau et de la moelle épinière qui jouent un rôle clé dans la détection et le contrôle du statut énergétique de l'organisme et plus particulièrement une structure du SNC, l'hypothalamus, qui est un noyau de la taille d'une amande situé dans le cerveau et qui reçoit les informations provenant de la périphérie et notamment des cellules du tissu adipeux, du tractus gastro-intestinal et du pancréas. Dans un corps en bonne santé, la faim, la satiété, le stockage de l'énergie est contrôlé grossièrement par deux types de molécules. Les molécules dites orexigènes qui stimulent la prise alimentaire en nous poussant à manger, comme par exemple la gréline qui est sécrétée par les cellules de l'estomac et du pancréas lorsque nous avons besoin de manger, et les molécules dites anorexigènes qui inhibent la prise alimentaire en nous poussant à ne plus manger, comme par exemple la leptine qui est sécrétée elle aussi par l'estomac lorsque celui-ci est plein, mais aussi par les cellules du tissu adipeux. Comme vous vous en doutez, il y a énormément d'autres molécules qui influencent la prise alimentaire, mais on va se contenter de retenir la leptine et la gréline dans cette vidéo. Il existe en gros deux types de régulation de la prise alimentaire, une régulation court terme et une régulation long terme. Lorsque nous avons faim, on ressent un creux dans l'estomac, une hypoglycémie, etc., notre organisme sécrète de la gréline à l'action orexigène qui nous pousse à manger. Une fois que nous avons mangé, l'estomac est plein, la glycémie est remontée, le pancréas et le tractus gastro-intestinal sécrètent des hormones anorexigènes qui nous indiquent que nous pouvons arrêter de manger, c'est la satiété. Sur le long terme, c'est surtout le tissu adipeux qui entre en jeu. Les cellules du tissu adipeux, qu'on appelle des adipocytes, sécrètent des hormones anorexigènes, notamment la leptine, qui indique que nos réserves sont OK et que nous n'avons pas besoin d'en créer davantage. Alors si ces systèmes de régulation existent, pourquoi prenons-nous du poids? En dehors des problèmes de santé qui sont d'aspect génétique, aspect stress, émotions, influence de la société, etc., qui rentrent aussi en jeu dans la prise de poids, normalement, plus nous avons de masse grasse, donc beaucoup de tissu adipeux, plus la quantité d'hormones anorexigènes sécrétées devrait être importante et moins nous devrions avoir envie de manger. Oui, mais le corps a la fâcheuse tendance à s'adapter et à augmenter sa résistance aux hormones en déplaçant son équilibre de détection. Il devient ce qu'on dit résistant, c'est ce qui se passe notamment dans certains cas de diabète acquis ou dans la dépression lors de l'arrêt d'antidépresseurs par exemple. Dans ce cas de figure, notre organisme devient résistant à la leptine, ce qui explique pourquoi même si nos niveaux de graisse sont suffisants, nous continuons tout de même à manger et à grossir car notre cerveau ne détecte plus les bons niveaux d'hormones. Et pour faire le lien avec les régimes, lorsqu'un amaigrissement est trop rapide, la leptine baisse trop rapidement dans l'organisme et le cerveau et le corps interprètent alerte famine. Il induit une baisse rapide et très importante de la sécrétion de leptine, ce qui provoque une faim démesurée et un stockage rapide. Il faut savoir que tout le monde possède des réserves, même une personne en apparence très mince possède des stocks d'énergie dans ses cellules adipeuses afin de répondre à une famine éventuelle. Au minimum, nous avons tous au moins 100 000 kilocalories en réserve pour faire face à de potentielles situations de famine. Pour survivre au cours de l'évolution, à l'échelle humaine, nous avons fait face à deux problématiques. Trouver de la nourriture pour survivre et perdurer et répondre aux périodes de disette, famine, qui furent fréquentes il y a quelques milliers d'années et il n'y a pas si longtemps pendant les périodes de guerre également. Le corps a donc été conçu et bien entraîné pour résister à une famine éventuelle depuis la nuit des temps. Il stocke donc avec beaucoup d'efficacité, mais il déteste déstocker et ne le fait qu'avec beaucoup de parcimonie.
Vous le savez probablement, mais la source d'énergie préférée de l'organisme est le sucre, et plus spécifiquement le glucose qui représente l'essence de nos muscles et de notre cerveau. Sans sucre, nous serions tout simplement immobiles, incapables de réagir, d'apprendre, de mémoriser. Le glucose qui ne doit pas être trop élevé dans le sang est stocké sous deux formes. Le glycogène qui est une grosse molécule très ramifiée de beaucoup de molécules de glucose et qui est stocké dans les muscles et le foie mais en petite quantité. L'excès de glucose qui reste dans le sang est donc mis en réserve sous forme de graisse. Nos ancêtres cependant n'étaient ni obèses ni en surpoids, ces maladies étant qualifiées de maladies modernes, et ce pour deux raisons. Ils mangeaient moins et moins riches, de façon moins régulière, la nourriture n'étant pas à portée de main, et la dépense énergétique était très importante grâce à la chasse et à la cueillette. Mais en quelques décennies, les modes de vie ont radicalement changé dans les pays riches et industrialisés. La nourriture est abondante, facile d'accès, très riche en énergie, merci les produits transformés, fast-food et compagnie qui, soit dit en passant, ont également un impact sur la production d'hormones, etc. Et l'homme moderne dépense moins d'énergie avec un travail plus sédentaire, la télévision, etc. Par contre, il a toujours la même cellule graisseuse, aussi performante qu'à l'ère de nos ancêtres, cette dernière n'ayant pas eu assez de temps pour évoluer et s'adapter à ces changements de situation trop rapides. Je tiens à préciser que les conséquences des régimes amaigrissants dont je vais vous parler ici, je les connais quasiment toutes. Comme je l'ai brièvement dit en début de vidéo, j'ai fait mon premier régime lorsque j'avais 15 ans. Ce régime m'a conduite aux troubles du comportement alimentaire qui ont eu un impact considérable sur ma santé psychologique et physique. Mais sans partir dans les extrêmes, les régimes restrictifs pratiqués à répétition peuvent mener à des problèmes de santé graves et surtout installer une relation malsaine avec la nourriture et avec le corps. Et il suffit d'un seul régime pour connaître les conséquences dont je vais vous parler tout de suite. Premièrement, comme vous le savez, les régimes miracles sont souvent brutalement hypocaloriques et déséquilibrés d'un point de vue nutritionnel. Il faut bien comprendre que l'organisme est prêt à tout pour défendre ses réserves de graisse et lutter contre les carences nutritives. Dès qu'il détecte des carences en vitamines, minéraux, acides gras essentiels, et un amaigrissement trop rapide, le corps réagit instantanément car il ne sait tout simplement pas faire la différence entre un régime et une famine. Via le système hormonal cérébral périphérique, il va exacerber la faim en diminuant notamment les quantités de leptine, cette fameuse hormone anorexigène, et notre organisme va répondre à tous les stimulus alimentaires. Même si vous venez de terminer un repas et que votre estomac est plein, il faut bien comprendre que là, le corps passe en mode autopilote et la volonté n'est plus de mise. Bien évidemment, une perte de poids va s'observer, on voit plein de nombres s'envoler, mais ce n'est pas forcément ces chiffres-là que nous aimerions voir partir, car les régimes qui promettent une perte de poids trop grande et trop rapide nous font avant tout perdre de l'eau, de la masse musculaire, dite masse maigre, voire de la densité osseuse, l'organisme étant prêt à tout pour conserver ses réserves de graisse. De nombreuses études mettent d'ailleurs en lumière la perte systématique de masse maigre au cours des régimes hypocaloriques, qui peut cependant être atténuée par la pratique d'un exercice physique. Au niveau osseux, les régimes amaigrissants sont vraiment délétères pour l'intégrité du capital osseux car ils entraînent une diminution de la masse minérale osseuse avec en moyenne 1 à 2% de réduction de la densité minérale osseuse pour une perte de poids d'environ 10% de son poids initial. Cet effet serait encore plus marqué en cas de perte de poids importante sur une courte période. Et cette fois, la pratique d'exercice physique semble ne prévenir qu'imparfaitement la perte osseuse, et les régimes dont les apports lipidiques sont insuffisants s'avèrent particulièrement fragilisants pour le capital osseux. Au niveau du métabolisme énergétique, une perte de poids trop rapide et intense peut conduire à l'augmentation de la libération de polluants organiques persistants qu'on appelle POPs, qui sont des produits toxiques contenus dans l'alimentation, l'eau, l'environnement en général, et qui ont pour conséquence des perturbations du système endocrinien, donc hormonaux, reproducteurs, immunitaires, des dysfonctionnements métaboliques pouvant contribuer à la reprise de poids. Au niveau psychologique, les régimes drastiques et encore pire lorsqu'ils sont pratiqués à répétition peuvent entraîner dépression, perte d'estime de soi, sentiments récurrents de culpabilité, relations malsaines avec la nourriture et avec son corps, une préoccupation excessive à l'égard du poids ou encore des troubles alimentaires. On remarque d'ailleurs très souvent que les seules personnes qui ont une relation malsaine avec la nourriture sont celles qui ont connu les régimes au cours de leur vie. Comme vous vous en doutez, chez l'enfant et chez l'adolescent, la restriction calorique peut entraîner un ralentissement de la croissance, du développement cérébral, cognitif, etc. Et non, ce n'est pas normal de faire un régime à l'adolescence. Et si nécessité est, le régime doit impérativement être encadré et équilibré. Et enfin, chez les sportifs qui ont une activité physique intense, notamment ceux qui suivent un régime pour maintenir une masse grasse faible, notamment dans les sports où la maîtrise du poids est un facteur de réussite,
peuvent faire face à des perturbations hormonales comme une baisse de la testostéronémie, des carences œstrogéniques, des troubles du cycle, de la perte de masse osseuse, etc. Et ces troubles sont en rapport avec la restriction et non avec le stress de l'exercice. Voilà, les petits cadeaux que nous offrent les régimes à 2 balles que l'on trouve un peu partout sur Internet et qui sont en réalité vraiment dangereux et pourtant présentés comme quelque chose de commun, d'anodin, d'inoffensif. Rééquilibrer son alimentation pour préserver sa santé, oui. Restreindre son alimentation pour perdre du poids à vitesse grand V, non. De toute façon, aujourd'hui, on le sait que les régimes restrictifs ne fonctionnent pas et nous font même reprendre du poids. La première chose à retenir est que les apports énergétiques qui permettent de maintenir le poids perdu après régime, et ceci inclut même les régimes qui induisent une perte de poids modérés d'environ 10% du poids initial, sont inférieurs à ceux qui permettaient de maintenir le poids stable avant la perte de poids, ce qui favorise donc la reprise de poids. C'est plutôt logique jusque-là. Ceci s'explique tout simplement par la perte de masse musculaire systématiquement observée après restriction calorique, qui joue un rôle majeur dans la diminution de la dépense énergétique au repos. C'est logique, puisque la masse maigre est plus énergivore que la masse grasse. La dépense énergétique de l'organisme est l'addition de la dépense énergétique au repos, donc métabolisme de base, c'est-à-dire l'énergie que l'organisme brûle pour faire fonctionner les organes, digérer, respirer, etc. Et la dépense énergétique additionnelle, qui elle correspond à l'activité physique qui dépend de chaque personne, sport, ménage, courses, conduite, etc. Ainsi, lorsqu'une personne recommence à manger normalement, elle peut prendre quelques kilos en plus, simplement parce que ses dépenses énergétiques au repos se sont abaissées lors de la pratique du régime strict. Certaines études démontrent d'ailleurs qu'une perte de poids de l'ordre de 10% du poids initial s'accompagne d'un déclin des dépenses énergétiques d'environ 20%, et ce déclin peut perdurer pendant plusieurs années. De plus, à la suite d'un régime drastique, le corps a tendance à entreposer très rapidement et sous forme de graisse l'énergie dont il a si longtemps été privé, et la frustration forcée peut mener à des compulsions alimentaires incontrôlées, comme des crises d'hyperphagie, de boulimie, qui accélèrent aussi la reprise de poids. De plus, en période de perte de poids, la diminution de la leptine en association avec de nombreux autres signaux nutritionnels, neuronaux, endocriniens, envoie un signal de déficit énergétique au cerveau qui se traduit par une augmentation de la sensation de faim. Pas moins de 80% des adultes et des enfants qui s'engagent dans un processus de perte de poids reprennent tout le poids qu'ils avaient perdu. Allez, un peu de bonne humeur avec une bonne nouvelle. Les pertes de poids modérées de l'ordre de 5% ou moins du poids corporel initial auraient moins d'impact sur les variations hormonales. En effet, selon une étude parue en 2009, des femmes souffrant d'obésité qui avaient perdu plus de 5% de leur poids démontraient un niveau de leptine significativement diminué, ce qui ne fut pas observé chez celles qui avaient perdu moins de 5% de leur poids initial. Une autre étude effectuée en 2013 a d'ailleurs démontré que les diètes à court terme, donc inférieures à 6 semaines, provoquaient une réduction 2 fois plus importante des dépenses énergétiques au repos comparée aux méthodes plus longues, supérieures à 6 semaines. Dans la même lignée, une autre étude a observé qu'un groupe de femmes obèses et ménopausées qui perdaient plus de 740 grammes par semaine en suivant une diète restrictive enregistrait une perte de masse maigre 4 fois plus élevée qu'un groupe de femmes attitré à un rythme de perte de poids plus graduel, donc moins de 740 grammes par semaine. De plus, aucune différence significative concernant la quantité de masse grasse perdue n'a été observée entre ces deux groupes, ce qui soutient encore le fait que les régimes miracles réduisent surtout des kilos de muscles et d'eau. Ensuite, en suivant un régime qui nous impose des règles, on perd contact avec les signaux de faim, de satiété, puisqu'on apprend à ignorer et à nier les signaux naturels que nous envoie notre corps, ce qui peut aussi mener à une reprise de poids et à une relation très conflictuelle avec la nourriture. Voilà, tous ces mécanismes expliquent l'effet yo-yo si bien connu des régimes, c'est-à-dire une perte de poids, une reprise de poids perdu, voire un petit supplément en récompense. Et si on enchaîne les régimes, on accumule les effets yo-yo pour entrer dans un cercle vicieux assez pervers dont il est plutôt difficile de sortir. Alors après toutes ces explications, pourquoi recommence-t-on sans cesse ce genre de régime afin de perdre du poids? Déjà car il ne marche jamais, du coup on teste multitude de régimes farfelus différents et il y en a vraiment beaucoup. Ensuite car nous sommes bombardés d'informations qui nous poussent malgré tout à perdre du poids ou à remodeler notre corps pour se rapprocher d'une norme complètement irrationnelle qui ne correspond même pas forcément à notre physiologie. Et enfin, car ces régimes induisent généralement une prise de poids par rapport au poids d'avant le régime qui incite à faire un autre régime pour perdre le poids qu'on a repris
pendant le régime et on repart bien évidemment sur tous les effets que je vous ai cités dans la vidéo. C'est ça le cercle vicieux, c'est l'enchaînement des effets yo-yo. À noter que plus les régimes sont nombreux, plus l'effet yo-yo est important et plus le cercle vicieux est vicieux, c'est QFD. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'apprendre des choses, de comprendre l'impact physiologique de ces régimes amaigrissants qui sont toujours très tendance à cette période de l'année. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà effectué des régimes amaigrissants, lesquels et votre retour d'expérience sur ces derniers, ça m'intéresse beaucoup. La semaine prochaine, pour faire le lien avec cette vidéo, je vous donnerai plein de conseils et astuces pour perdre du poids de façon saine, tout en préservant votre organisme et votre santé. Les articles en lien avec cette vidéo seront disponibles sur mon blog ocidose.com. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Dans ces articles, je détaille un peu plus certains points et je vous mets également les liens des articles, thèses, études que j'ai lues concernant la prise alimentaire et l'impact des régimes amaigrissants sur l'organisme. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à cette chaîne si son contenu vous plaît. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une très belle et bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.